Le podcast que vous écoutez a été enregistré au cabinet Real Work à Paris. Il a été rendu possible grâce à notre partenaire Ergon Alliance et grâce à vous, nos chers patriotes. Merci encore à vous et on en reparle en fin d'émission. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, le podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'enregistrer ce nouvel épisode avec Laurent Van Belleghem, consultant ergonome et président du cabinet Real Work, ainsi que maître de conférences associé à l'université Paris-Cité. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, pas d'inquiétude, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, qui est la simulation en ergonomie et plus précisément la simulation organisationnelle. Au micro pour cet épisode, il y aura Kevin de Mercy-Truc et moi-même, Claire Guillain. Donc pour commencer cet échange, j'ai posé un peu un cadre pour les auditeurs. Est-ce qu'il serait possible de commencer par définir un peu ce qu'on entend par simulation ? Alors oui, tout à fait. Déjà dire que la simulation, elle n'est pas propre à l'ergonomie. Le terme est très courant et il est très souvent utilisé, notamment dans les sciences dures, par exemple par les physiciens, les mathématiciens. Et à l'origine, ça désigne la reproduction expérimentale de conditions réelles. Et généralement, ça se fait à travers un modèle simulable, qui peut être un modèle mathématique, un modèle informatique, et qui a vocation à reproduire des conditions réelles. Et souvent, c'est plutôt utile. Quand il s'agit de reproduire, par exemple, les impacts d'une explosion nucléaire, on a plutôt intérêt à le faire de manière simulée que de le faire de manière réelle. Alors, ce qui est particulier dans l'usage qu'on peut en faire en ergonomie, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de simuler le travail. Et en passant par, plus précisément, la simulation de l'activité, puisque l'activité est l'objet par lequel on attrape en ergonomie la question du travail. Et il est vrai que l'activité humaine, il est difficile d'en faire un modèle simulable comme on en ferait un modèle simulable en mathématiques pour un phénomène physique. Pourquoi ce serait un petit peu plus dur justement de modéliser cette activité ? Parce que l'activité, par définition, est indéterminée, indéterminable. Et donc, on a besoin de s'y prendre d'une autre manière. Et la manière dont on a eu de s'y prendre dans l'histoire de l'ergonomie, c'est d'inviter des professionnels à venir simuler par eux-mêmes leur activité, soit leur activité actuelle, mais plus souvent l'activité future ou l'activité probable qu'ils pourraient avoir à déployer dans un nouveau contexte prescriptif auquel ils devraient se préparer et qui permettrait en plus d'aider à améliorer le projet. Ce qui fait que c'est une méthodologie qu'on utilise plus particulièrement en ergonomie dans les projets de conception de situations de travail ou de transformation des situations de travail. Et c'est particulièrement utile pour notamment répondre et plutôt contourner le paradoxe de l'ergonomie de conception qui a été posé depuis longtemps par Thoreau à la fin des années 80, en disant que si l'objectif de l'ergonomie c'est d'adapter le travail à l'homme, on pourrait dire donc adapter la situation à l'activité. Dès lors que dans un projet de conception d'activité future de travail n'existe pas encore, on ne peut pas concevoir autour. On se trouve là face à un paradoxe qu'on a tenté, en tout cas que les ergonomes de cette génération ont tenté d'apporter une réponse en proposant de simuler l'activité. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de projets. La simulation intervient dans des projets. Dans le cadre de la simulation ergonomique, dans quel type de projet majeur, général, on va dire, on peut mobiliser cet outil-là ? Alors, j'ai tendance à penser qu'on peut l'utiliser dans tout type de projet. D'accord. Dès lors que il y a des situations de travail, dès lors qu'il y a du travail, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le simuler. Alors,
il y a certaines activités qui se simulent plus difficilement que d'autres, ou qui nécessitent un dispositif plus complexe que d'autres, plus complexe ou plus imaginatif aussi. C'est-à-dire que parfois, il y a des efforts d'imagination à mener pour arriver à définir, concevoir, construire le dispositif qui va permettre de simuler tel ou tel type d'activité. Je pense qu'on y reviendra lorsqu'on parlera de simulation organisationnelle. Mais de fait, a priori, je ne vois pas forcément de limite à poser à la simulation par rapport à tel ou tel type de projet. Okay. Les limites qu'on voit, c'est plutôt les limites que l'ergonomie se donne classiquement dans les objets qu'elle croit pouvoir traiter. Moi, j'ai tendance à penser en fait que les limites que se pose l'ergonomie pourraient être largement étendues. Ok. Et on simule sur des projets sur lesquels on va intervenir, mais finalement, qu'est-ce qu'on attend de la simulation ? C'est à la fin, on va créer des outils, on va créer des espaces. Qu'est-ce qu'on attend en termes de résultats d'une simulation ? Alors, je dirais, on attend deux choses. La simulation, en fait, on attend beaucoup de choses de la simulation. Ouais. Mais tout d'abord, il faut se dire que la simulation de l'activité, pour la réaliser, l'idée, c'est de faire se rencontrer les concepteurs du travail avec les professionnels. Qui est une rencontre qui n'est pas naturelle, en fait. Depuis le taylorisme, il y a quand même une séparation entre ces deux populations qui est assez claire. Et l'idée de les rapprocher, de les faire se rencontrer, dans une confrontation des mondes professionnels aussi, on peut le dire comme ça, c'est aussi de confronter le monde de la prescription avec celui des logiques professionnelles qui sont à l'œuvre. Et la simulation, l'idée, c'est de faire se rencontrer du coup la construction d'un système de prescription avec les logiques d'action des professionnels, en leur faisant jouer des situations pour faire face à des événements qui pourraient survenir. Et l'idée derrière ça, donc dans un projet de conception, c'est de pouvoir évaluer à l'aune de l'activité les scénarios de prescription qui sont portés par les concepteurs et de vérifier si ces scénarios de prescription répondent aux logiques d'action des professionnels. Sauf que les logiques d'action des professionnels ne sont pas définies par avance, puisque justement, l'activité future n'existant pas encore, les logiques d'action qui les structurent, elles-mêmes, ne sont pas complètement arrêtées. Et la conception va autant porter du coup sur les scénarios de prescription qui sont apportés par les concepteurs que sur ce que j'appelle les scénarios de logique d'action qui sont portés par les professionnels et qui vont développer de nouvelles manières de faire pour faire face au nouveau système de prescription. Et du coup, le dispositif de simulation, il va conduire autant à consolider les scénarios de prescription qu'à consolider des logiques d'action qui ont besoin de se développer à l'occasion de ce projet. Donc il y a un peu deux objectifs forts, avec l'objectif qu'ils convergent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de convergence entre les scénarios de prescription qui vont être retenus et puis les scénarios de logique d'action qui vont pouvoir être mis en œuvre pour y faire face. Dans une forme, en quelque sorte, comme le dirait Piaget, d'accommodation, d'assimilation concomitante et qui permettent du coup une forme de convergence en fait entre les deux. Donc il y a plutôt une phase, on va dire, qui peut être analytique, c'est-à-dire de caractériser des différentes logiques qui existent dans un système et deux logiques qui ne communiquent pas forcément. Mais l'idée à la fin, c'est quand même de créer une nouvelle situation qui soit pertinente de ces deux points de vue-là et d'avoir finalement quelque chose, un résultat qui soit opérationnel. Ah oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans une conduite de projet avec des étapes, avec des jalons et avec l'objectif qu'à la fin, on arrive à un scénario privilégié dont on garantit, en tout cas en partie, qu'ils répondent à des logiques d'action qu'elles-mêmes
qui elles-mêmes ont été développées au cours de la démarche. Ok. Donc il y a bien un enjeu très très opérationnel, hein, et sur lequel après nous-mêmes on va être évalués, parce que le projet il va sortir de terre, voilà, que ce soit un projet architectural, que ce soit un projet de nouvelle organisation, que ce soit un projet de système de management. Ou même de système de gouvernance, on peut tout à fait ouvrir le champ. Il faut que le système qui aura été conçu soit tout à fait opérationnel. Et justement, c'est une magnifique transition pour le point suivant. Dans nombre de vos articles, vous parlez de simulation organisationnelle. Alors, on sait qu'en ergonomie, toute activité est étroitement liée avec l'organisation du travail. Mais c'est quelque chose qui apparaît vraiment de manière assez spécifique dans vos articles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment c'est arrivé, cette question du traitement de la simulation, enfin de l'organisation, et de qu'est-ce qui ressort de cette nouvelle modalité de simulation? Alors effectivement, le terme simulation organisationnelle, c'est un peu un abus de langage. Dans la mesure où, quoi qu'on en dise, on reste toujours sur une simulation de l'activité. Sauf qu'ici, il s'agit, à travers cette dénomination, de préciser que c'est une simulation de l'activité dans un projet de conception de nouvelle organisation. Là où traditionnellement, voilà, depuis les prémices de la simulation, l'ergonomie était plutôt concentrée sur des projets à dominante technique ou spatiale dans laquelle la simulation se met assez facilement en œuvre. C'est assez facile finalement de faire une maquette d'un espace, une maquette d'un bâtiment dans lequel on va pouvoir venir y positionner des avatars, des personnages, des Lego, des Playmobil, des personnages à l'échelle qu'on va pouvoir déplacer dans cet espace et vérifier si telle situation se réalise dans des conditions acceptables pour l'activité. Dès lors qu'on arrive sur des projets d'organisation, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué parce que par nature de l'organisation, qui est un objet assez abstrait, finalement, l'organisation, il devient plus compliqué à ce moment-là de savoir proposer un support qui permette et de la représenter et d'y jouer l'activité. Et de savoir quel type d'activité on a à y jouer et donc quel type d'avatar on a besoin d'immobiliser si on a besoin de pouvoir faire jouer les invités dans le dispositif. Et donc, ça a amené à avoir une réflexion plus spécifique sur ce que j'ai appelé donc la simulation organisationnelle, qui du coup vise, alors de la même manière que la simulation dans les projets à dominante technique ou spatiale, mais qui vise bien à un moment donné à arriver à se représenter ce que devient l'activité dans un projet particulier de transformation du système de prescription organisationnelle. Et ça m'a amené du coup à avoir une réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne bien dans les dispositifs de simulation sur les projets à dominance spatiale et technique. Voilà, l'idée d'avoir une maquette, l'idée d'avoir des avatars, l'idée de faire manipuler par les personnes elles-mêmes des avatars qui leur permettent de se projeter dans ce que serait leur activité, dans des conditions du coup qu'on tente de maîtriser, donc à une échelle réduite, on va dire, à l'échelle de la maquette. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir, en quelque sorte, pour concevoir un dispositif de simulation organisationnelle. Et moi, à l'époque, en 2012, j'avais écrit un texte là-dessus où j'essayais de poser ces éléments-là. J'avais retenu 3 exigences structurantes pour concevoir le support de simulation, mais plus globalement pour concevoir le dispositif aussi. Mais rien que le support est très important, cet objet intermédiaire qui permet de se projeter. Et pour moi, il doit répondre à 3 exigences. La première, c'est l'exigence de représentation. Il s'agit de se représenter l'objet qu'on est en train de concevoir. Quand on est sur un projet spatial, c'est facile. Et donc, on va facilement utiliser une maquette qui permet du coup de se représenter mieux qu'un plan, notamment pour des professionnels qu'on va réunir autour de la table, qui va pouvoir représenter du coup le projet et qui va pouvoir lui donner forme en quelque sorte. Lorsqu'on est dans un projet organisationnel, il faut faire cet exercice de savoir représenter notre objet de conception. Or, une organisation, très souvent,
entendu comme un système de règles. Oui. On va facilement faire une liste à puces avec un certain nombre de règles, mais ça ne fait pas un objet manipulable, tangible. Et l'enjeu, c'est de transformer du coup ce système de règles en un objet tangible. Alors, ça peut être une maquette de l'organisation fonctionnelle, ça peut être une forme de logigramme maquetté, ça peut être ça peut être tout un tas de choses en fait. Vous pouvez aussi laisser la main aux participants pour inventer, en leur donnant le matériel nécessaire, ce à quoi pourrait ressembler l'organisation dans laquelle ils souhaiteraient se projeter. On a fait ça aussi, c'est d'ailleurs assez pertinent comme méthode pour aller vers des scénarios que nous-mêmes n'aurions pas imaginés dans le cadre de l'intervention. Donc c'est déjà donné une forme, une représentation à l'organisation, une forme tangible. La deuxième exigence, c'est l'exigence de modification. C'est-à-dire que le principe de la démarche participative, c'est que chacun doit pouvoir contribuer à la proposition et la modification des propositions qui sont faites, des choix technico-organisationnels. Et du coup, le support, il doit aussi permettre cette modification. C'est pour ça que j'utilise très peu en fait des supports informatisés, type SketchUp, etc., oui, pour les projets spatiaux, mais on pourrait l'imaginer aussi sur des projets organisationnels. Il y a toujours un support tangible où tous les éléments doivent pouvoir être manipulables par les participants et qui permet du coup une inversion du pouvoir d'agir dans cette rencontre entre concepteurs et puis professionnels, où les professionnels sont mis en capacité de pouvoir agir, proposer des choix, voilà, des propositions sur le système de prescription, avec parfois des inversions complètes dans le fonctionnement des groupes de travail. Du coup, ce sont d'abord les professionnels, les salariés qui font le maximum de propositions et les concepteurs derrière qui ne font que capitaliser, quand récolter les fruits. Et puis la troisième exigence, c'est l'exigence de simulation, c'est-à-dire que le support qu'on a conçu et construit, il doit permettre à un moment de soutenir cette activité de simulation. Au passage, d'ailleurs, c'est une activité de simulation de l'activité. Et le dispositif, c'est bien un dispositif d'activité, de simulation de l'activité. C'est comme ça qu'il faudrait entendre. Donc le support, en fait, qu'on a conçu, il peut être entendu ou considéré un peu comme un plateau de jeu sur lequel il faut venir mettre des pions, qui vont être des avatars, et avec lesquels les participants vont pouvoir jouer, les manipuler. Là encore, dans le cadre d'un projet spatial, c'est assez facile de faire une maquette et d'y mettre des personnages, des avatars qui ressemblent à des personnages, mais dans un certain nombre de projets organisationnels, finalement, avoir un Lego ou un personnage Playmobil entre les mains n'a pas grand sens, parce que les dimensions de l'activité qui sont impactées par le projet ou qui sont concernées par le projet qui est en cours ne concernent pas forcément de dimensions relatives au déplacement d'un corps dans un espace. Ça peut être tout à fait différent. Si vous avez un projet, par exemple, de mise en place d'un nouveau système de communication au sein d'une entreprise, je ne sais pas, moi, on va remplacer le mail par WhatsApp, parce que ça permettra à des équipes qui sont réparties sur un terrain, par exemple, un aérogare, par exemple, de pouvoir communiquer entre elles beaucoup plus rapidement. On peut penser que, les dimensions de l'activité, ici, ne sont pas des dimensions liées au positionnement dans un espace ou au déplacement. Elles sont liées, en fait, à l'activité de communication qui doit pouvoir exister entre un certain nombre d'individus qui doivent coopérer ensemble à distance. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, il faut imaginer des avatars, c'est-à-dire des objets qui sont manipulables comme des pions ou des pions d'échecs, des pièces d'échecs qui doivent pouvoir être manipulables par les personnes qui sont autour de la table pour arriver à incarner leur activité et à se projeter dans ce qu'elle devient dans le contexte de ce projet. Justement, vous avez abordé pas mal d'éléments plutôt méthodologiques, notamment les avatars, pour simuler l'activité et faire en sorte que les participants s'approprient aussi vraiment l'activité. Dans les projets de conception, est-ce qu'il y a d'autres manières, d'autres techniques justement qui permettent de simuler l'activité avec les personnes qui sont concernées par le projet, et aussi quelles personnes sont intéressantes à intégrer dans ces projets et à quel moment aussi ?
Alors, dans la constitution des équipes qui vont traiter le projet, ça va être assez classique par rapport aux interventions qu'on peut mener, et y compris dans le déroulement. On a un déroulement qui est relativement classique, avec une phase de diagnostic dans laquelle on va à la fois nous s'approprier les situations de travail qui sont en jeu, repérer effectivement les acteurs qu'il faut savoir embarquer dans le projet, au-delà d'ailleurs des concepteurs et puis des professionnels, que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi tout un certain nombre d'acteurs qui font partie de services support, de décideurs, de chefs de projet qu'il faut savoir aussi embarquer. Et généralement dans une deuxième phase qui porte plutôt sur un accompagnement en groupe de travail, par exemple. Et c'est ces gens-là qu'on va réunir autour de notre support. Qui, au passage, d'ailleurs, n'est pas simplement un support de simulation, mais qui est d'abord, au départ, un support qui va permettre la scénarisation. C'est-à-dire qui va servir à explorer le champ des scénarios possibles dans le cadre de ce projet de conception. Qui est une manière d'ailleurs d'ouvrir les chakras. C'est-à-dire que moi je me fais souvent la remarque, un projet, c'est toujours conjugué au singulier, on parle du projet. Or, dans ce projet, il peut y avoir une infinité de propositions possibles. Et l'idée de parler de scénario, et du travail de scénarisation, donc, et de mettre le scénario au pluriel, alors on dira scénario avec un S, comme on veut, les deux sont possibles, mais toujours est-il que l'idée, c'est de faire valoir dès le départ aux participants autour de la table que tous les scénarios sont possibles. Et le support, il doit permettre de représenter ces différents scénarios possibles dans le champ de marge de manœuvre qu'on s'est donné au départ. Mais du coup, tous les scénarios sont possibles. Et ça, déjà, ça permet d'aller vers de suivre des pistes qu'on n'aura pas forcément imaginées au départ. Et des pistes qui peuvent paraître saugrenues parfois, mais le support permettant de les essayer, et si quelqu'un a l'idée de l'essayer, on peut y aller, et tout d'un coup, cette idée saugrenue devient une très très bonne idée, dès lors qu'on a défini un peu les conditions dans lesquelles elle pourrait fonctionner. Donc, il y a tout un travail de scénarisation, et là, qui doit se faire en ayant réuni justement les acteurs qui sont porteurs des différentes exigences qui sont les leurs. Un architecte qui est porteur des exigences techniques, du bâti, un responsable RH, il va être porteur des exigences liées aux compétences des personnes, au profil des personnes, etc. etc. Donc chacun est légitime dans les exigences qu'il porte. L'enjeu, c'est qu'à un moment, ces exigences puissent être intégrées dans le projet, puissent y trouver une place, et puissent trouver une forme de cohérence entre elles. Et la cohérence que je vois, moi, c'est la cohérence qu'elles vont avoir à travers l'activité qui, au final, va pouvoir se dérouler. C'est l'activité ici qui fait foi, en quelque sorte. Est-ce que le projet sert cette activité ? Et la simulation, elle permet de rendre compte de cette activité et de vérifier que les choix qu'on a faits sur les différentes dimensions, techniques ou organisationnelles, sont les bons. Et c'est ça le mécanisme qui est important. D'accord. Donc embarquer effectivement ces acteurs et puis accompagner ce processus d'instruction des choix et d'évaluation, c'est ça qui doit guider la démarche. Ok. Et justement, est-ce que vous avez peut-être un ou deux exemples assez pratiques qui pourraient illustrer vos propos pour nos auditeurs ? Alors des exemples, j'en ai plein. Ouais. Il faudrait choisir, mais si on reste sur le champ de la simulation organisationnelle, pour revenir sur la question de l'effort d'imagination qu'il faut faire pour arriver à représenter l'objet que doit pouvoir porter le projet. Il y a plusieurs années, j'avais été amené avec une collègue à accompagner un projet de réorganisation du service de santé au travail à l'occasion d'une des énièmes réformes de la santé au travail et qui les amenait à chaque fois à devoir repenser l'organisation. Et l'exercice n'était pas très facile parce que du coup, chacun ne savait pas forcément ce qu'il allait devenir dans le projet, ce qui est légitime. Il y a des peurs à l'œuvre, il y a des routines qui sont en place et qui vont devoir bouger. Et moi-même, je me posais la question de savoir comment on allait pouvoir représenter la future organisation qu'on devait pouvoir inventer ensemble aussi. Et donc, trouver un support pertinent. Et à l'occasion du diagnostic, à un moment, j'avais eu cette expression
pour désigner la finalité de ce service de santé au travail dans lequel on intervenait, en disant que leur objectif, c'était de savoir prendre en tenaille la question de la prévention chez leurs adhérents. Et prendre en tenaille notamment entre une prévention primaire, collective, qui était plutôt portée par des IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels, et de l'autre côté, une intervention tertiaire, plutôt individuelle, qui était plutôt portée par les médecins du travail dans le cadre du colloque singulier qu'ils ont dans le cadre des visites médicales. Et que cette prise en tenaille de la prévention chez leurs adhérents, ça devait être l'objectif commun qu'ils devaient être en capacité de pouvoir poursuivre dans une organisation commune. Et alors, ce qui était très particulier, c'est que cette expression, elle a été plusieurs fois reprise par eux. Finalement, l'expression de la tenaille fonctionnait bien. Et lorsque on est arrivé au moment de mettre en place ces groupes de travail pour réfléchir à la future organisation, je me suis dit, tiens, reprenons la tenaille pour en faire un support de simulation. Ok. Et j'ai représenté du coup, effectivement, en carton-plume, une énorme tenaille qui ressemblait d'ailleurs à une tenaille un peu, c'était presque une cisaille en quelque sorte, mais qui permettait de représenter un mécanisme qu'on voulait pouvoir faire jouer à la future organisation. Et la lame du haut de la tenaille, sur celle-ci, on avait positionné plutôt les IPRP, c'est-à-dire eux qui étaient porteurs de la dimension de la prévention collective. Sur la lame du bas, on avait plutôt positionné les médecins de travail, infirmières, secrétaires médicales, qui étaient plutôt sur la question de la prévention tertiaire. Et l'idée, c'était que le mécanisme, l'articulation notamment de la tenaille, permette de saisir en quelque sorte la question de la prévention. Et du côté du manche, on avait aussi le service adhérent, d'une part, et puis un autre service qui était plutôt un service sur des études transversales. Et à la manœuvre, il y avait la direction, et derrière le conseil d'administration, qui était supposé être à la manœuvre de cette tenaille. On avait représenté tout ça sur le support, qui au départ était très simple, mais qui très vite s'est enrichi de tous les apports de chacun, alors à coup de post-it, à coup de bonhommes qu'on venait positionner, et on a positionné à la fin l'ensemble des personnels dont on avait besoin pour faire fonctionner cette organisation. Et on a fini par simuler les activités qui étaient les leurs avec un système de jeux de cartes, notamment des cartes événements, voilà, par exemple, on assiste à une épidémie de TMS dans une entreprise et ça vient du médecin de travail qui a repéré ça à travers les visites médicales. Comment cette information-là, qui est prise par le médecin, se rediffuse dans le reste de l'organisation pour arriver à actionner la tenaille et engager une forme d'action collective efficace, pertinente. Voilà, on a joué plusieurs histoires comme ça, qui ont été extrêmement pertinentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on a eu donc une vision globale de l'organisation, mais qui était très très fonctionnelle à travers cette représentation de la tenaille. Et on l'a traduite en organigramme hiérarchique très classique, mais ça, du coup, c'était devenu très facile à la fin, et tout le monde était tout à fait d'accord avec l'organigramme hiérarchique, dans la mesure où il représentait ce fonctionnement qu'on cherchait à atteindre. Et pour le jeu, justement, des différentes histoires, comme vous dites, vous avez pris un temps auparavant avec les différents acteurs pour justement construire ces histoires, pour les jouer par la suite ? Alors, c'est pas tant les histoires qu'on a définies, c'est plutôt les événements qu'il s'agissait de simuler. D'accord. Et qui faisaient l'objet des cartes événements. Alors, on peut assez facilement les construire, du coup, avec les acteurs qui sont autour de la table. Vous pouvez, en début de réunion, leur distribuer toute une série de cartes vierges et leur demander de rédiger, en quelques mots, des événements voilà, qu'ils ont l'habitude de rencontrer ou que, dans le futur, ils pourraient avoir à rencontrer, qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais qu'ils pourraient avoir à rencontrer demain. Ces cartes-là, après, vous pouvez les classer, vous pouvez au contraire les mélanger, vous pouvez les faire piocher. Et lorsqu'elle sort, charge à l'équipe qui est autour de la table de la simuler, chacun en jouant son rôle dans l'organisation. Et de voir comment, du coup, les individus qui sont en train de simuler, par la simulation, sont aussi en train de coopérer entre eux pour voir si effectivement ça fonctionne. Voilà, entre médecins, IPRP, infirmières, et ils se mettent à simuler, parfois même à théâtraliser, c'est-à-dire qu'ils s'adressent l'un à l'autre dans le contexte de simulation qu'on leur a donné, comme s'ils y étaient, en quelque sorte. Et c'est là où la simulation, elle joue, en quelque sorte. Avec l'idée d'ailleurs que on reconnaît qu'on est dans la simulation de l'activité,
Et ça, c'est important, hein, j'aurais pu le dire au début, mais on connaît qu'on est dans la simulation de l'activité et pas dans la simulation de la tâche, par exemple. Quand les personnes passent au jeu, JE, je fais ceci, je fais cela, je m'adresse à toi, je me déplace. Et quand ces formulations apparaissent dans le cadre du jeu, là, on sait qu'on est dans une forme de simulation de l'activité. L'usage du « on » est plus délicat. Très souvent, l'usage du « on » il renvoie soit à de la tâche, donc on a la simulation de la tâche. C'est important aussi de simuler les tâches, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que les tâches, d'un point de vue nominal, ne fonctionnent pas. Mais de fait, il faut savoir qu'on l'est. Donc, quand on dit, quand des professionnels commencent à dire, bon, à ce moment-là, on va faire ça, et après, on va faire ça, et puis après, voilà, on peut reconnaître ici plutôt une logique de tâche. Parfois, des logiques d'action, quand même. Ce que j'appelle logique d'action, c'est de l'activité prédéfinie en quelque sorte, mais qui renvoie à une structure déjà construite à travers l'expérience des personnes qui font que quand ils arrivent devant un événement particulier, ils improvisent pas complètement, ils savent déjà comment s'y prendre. Et le « on » peut renvoyer aussi à la description de cette logique d'action, ce qui est important aussi puisque c'est aussi un objet qu'on a à concevoir, comme on a dit tout à l'heure. Mais de fait, à un moment, si on veut aller jusqu'au bout de la simulation, il faut pouvoir accéder au jeu. J'ai toujours pensé qu'il y avait différents niveaux dans la simulation, différents niveaux de profondeur en quelque sorte. Un peu comme des archéologues qui creusent et qui ont différentes couches archéologiques dans lesquelles ils vont de plus en plus précisément vers des époques plus lointaines. Et il y a un peu de ça dans la simulation, et ça dépend du dispositif qui permet ou pas de soutenir cet exercice-là. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau qui va être le niveau de la tâche, en quelque sorte, le niveau un peu plus profondément qui va être au niveau de la logique d'action, et puis un niveau supplémentaire, plutôt au niveau de l'activité. Et les trois sont importants, d'ailleurs. Les trois, il est important de pouvoir les traverser. Mais avec cet objectif qu'à un moment, on doit pouvoir aussi rendre compte des logiques d'activité, en tout cas de ce qui se joue dans l'activité, quand on est en train de leur faire simuler des cas particuliers qui peuvent être situés aussi dans le temps. On est tel jour, à telle heure, on est dans tel contexte. Et là, comment vous y prenez pour faire face à tel type d'événement ? Ok. Merci beaucoup pour cet exemple et un petit peu toute cette définition assez approfondie de ce qu'est la simulation et notamment la simulation organisationnelle. On a parlé du fait que justement cette simulation organisationnelle est entre guillemets nouvelle par rapport au champ historique que l'ergonomie a investi. On se posait aussi la question, et bon, on en a parlé quand on a préparé l'épisode, de finalement est-ce que la simulation n'a pas encore un horizon un petit peu plus large devant elle en termes de pratique de simulation, sur la manière de faire de la simulation, mais aussi des nouveaux champs qui pourraient être investigués par la simulation, en ergonomie en tout cas. Alors oui, je crois qu'on peut largement élargir son champ et ses modalités. Alors moi, j'ai déjà commencé à expérimenter des dispositifs de simulation sur d'autres objets de conception que ceux traditionnels qu'on peut rencontrer, notamment par exemple pour accompagner des projets de réflexion autour des systèmes de management. J'ai appelé ça la simulation managériale. Alors là encore, c'est un abus de langage. On est bien sur une simulation d'activité du management. Ce qui implique d'ailleurs pour l'ergonomie de savoir se positionner sur qu'est-ce qu'on entend par activité de management, comment on va l'observer, comment on l'analyse, qu'est-ce qu'on va lui faire dire, comment on la comprend, notamment comment on la comprend comme une activité qui elle-même est prise dans un champ de déterminants sur lesquels on doit agir, si on veut rester ergonome. C'est sur les déterminants de l'activité des managers qu'on cherche à agir, pas sur voilà, ce que serait un bon ou un mauvais management. Moi, c'est des questions qui ne m'intéressent pas. En fait. Je pense que c'est prendre les choses du mauvais côté. On ne dit pas d'un ouvrier s'il travaille bien ou mal. Ce n'est pas l'objet, en fait. On considère a priori qu'il travaille bien. Pour le management, il y a un peu la même chose. Par contre, quelles sont les caractéristiques de la situation du manager sur lesquelles il faut pouvoir agir pour le soutenir dans son activité, ça c'est important. Et donc on peut tout à fait définir un objet de conception que moi j'appelle l'organisation du management et appliquer à cet objet de conception une démarche de simulation
alors que j'ai appelé managériale, parce que du coup, là, ce qui va nous intéresser, c'est de simuler l'activité des managers qui sont concernés par la transformation qui va les concerner. Donc ça fonctionne plutôt bien. J'avais aussi expérimenté la démarche avec des collègues dans la conception de nouveaux systèmes de gouvernance. J'avais proposé ça d'appeler ça simulation gouvernantielle, un peu à l'image de la simulation organisationnelle, de la simulation managériale, de la simulation gouvernantielle, qui renvoie du coup un peu à cette même idée. On est tout à fait en capacité de pouvoir attraper la question de l'activité de décision des décideurs, par exemple dans une université, on devait particulièrement traiter ces questions-là, et on est de fait aussi en capacité de pouvoir se dire comment on conçoit le système de gouvernance qui permette de soutenir la décision de ceux qui seront amenés à décider, ce qui peut être particulièrement complexe parce qu'à la fois il faut soutenir leur capacité de décision, il ne faut pas non plus trop leur en donner parce que dans un système de gouvernance, il y a des contre-pouvoirs, il y a différentes logiques d'acteurs qu'il faut savoir prendre en compte, il y a des instances, il y a des étapes, il y a des jalons, il y a des procédures. Donc tous ces éléments-là doivent pouvoir être réunis pour à un moment représenter le système de gouvernance, là encore, comme un objet de conception qu'on chercherait à accompagner, et après revenir à la question de l'activité de décision qu'on peut de fait simuler dans le support qu'on aura construit. Et on avait aussi parlé, quand on avait échangé avant cet épisode, du rôle de la simulation, en tout cas de la capacité de la simulation dans des processus d'appropriation, de développement de logique d'action à travers cette activité de simulation. Alors oui, tout à fait. C'est que classiquement, on utilise, en ergonomie en tout cas, les dispositifs de formation, de conception, plutôt dans des projets de conception. Il y a aussi tout un champ d'ailleurs qui la développe dans le champ de la formation. C'est aussi important. Il y a eu plein de travaux autour de ça. Pierre Pastré avait fait de très très beaux écrits autour de ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un projet, c'est rythmé par des jalons où il y a des décisions qui sont prises et qui font qu'à un moment, on fige certains choix technico-organisationnels avant même que l'ensemble des logiques d'action ait pu être complètement développées, éprouvées. Et donc, c'est des moments aussi assez privilégiés où on peut utiliser la simulation en figeant la boucle d'évaluation des scénarios de prescription, parce qu'en se disant que ça y est, il y a un choix qui a été fait et on n'y revient pas. Mais par contre, en continuant à faire tourner la boucle d'évaluation des logiques d'action et de développement du coup de ces logiques d'action dans un processus d'appropriation du scénario qui aura été proposé, mais qui du coup consiste à un processus de développement des logiques d'action qui permettent de faire avec ce nouveau champ prescriptif. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que du coup, ça permet d'enrichir, avant même que le projet sorte de terre, les manières de faire. Ça permet aussi de favoriser des formes d'appropriation, derrière des formes d'adhésion. L'objectif n'est pas l'adhésion, mais en même temps, s'il n'y a pas d'adhésion, ça peut devenir compliqué. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des formes de compréhension et qui puissent mettre le projet à leurs mains, en quelque sorte. Et qui peuvent, d'ailleurs, en bout de course, se traduire par des dispositifs de formation où ces logiques d'action qui auront pu être développées dans des cercles plutôt restreints, avec des opérateurs privilégiés, on pourrait dire, des super opérateurs, dirait Daniel Liu. On peut repérer les logiques d'action qui sont mises à l'œuvre dans le cadre du scénario qui aura été retenu et se dire, celles-ci, on peut les formaliser suffisamment pour les inscrire dans un dispositif de formation. Et là, déployer un dispositif de formation à l'échelle de l'ensemble des personnels concernés, mais parfois ça peut être plusieurs centaines de personnes dans un projet d'organisation important, et avec des objectifs pédagogiques dans lesquels on va inviter des agents à simuler leur future activité, mais guidés par les logiques d'action des super opérateurs qui auront pu les préciser par avance. Et en continuant à accompagner le processus de développement, parce qu'il y a toujours du développement à ce moment-là. Si on aborde un petit peu les usages un peu nouveaux justement de la simulation en ergonomie, dans les échanges qu'on avait eus un peu aussi
avant l'épisode, on s'était justement posé des questions sur ces nouveaux champs et notamment avec l'évolution du travail, on avait vu qu'il y avait des grandes mutations, notamment une distanciation du travail et un caractère aussi assez de plus en plus serviciel du travail. Et poser un peu la question de devant ces problématiques ces nouvelles problématiques qui prennent pas mal d'ampleur, comment on pouvait intervenir en fait sur justement le travail qui devient de plus en plus serviciel. Vous aviez évoqué la notion d'économie servicielle. Alors oui, effectivement, tout d'abord, il y a une réelle reconnaissance aujourd'hui de cette forme de basculement dans une économie servicielle qui est à l'œuvre alors, depuis longtemps, de fait, mais qu'on perçoit très, très clairement depuis les années 80, et qui change quand même le rapport au travail de manière très forte, puisque du coup, le travail, c'est de savoir rendre un service dans le cadre d'une interaction, d'une coopération avec des bénéficiaires, et qui du coup ne se prédit pas par avance, et qui bouscule les logiques d'organisation classiques des entreprises, qui elles sont plutôt nées du taylorisme sur une forme de prescription d'autant plus fine qu'on considérera que les problématiques sont compliquées. Et là, c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire, parce que les problématiques deviennent compliquées par le fait de l'immixtion du bénéficiaire dans la relation, qui fait que ça complexifie extrêmement les choses. Mais la piste qui consisterait du coup à procéduraliser d'autant plus les réponses est une fausse piste. Et ça, on a pu s'en apercevoir, nous, notamment dans des accompagnements que j'ai fait avec des collègues. On a amené, du coup, des entreprises qui réfléchissaient plutôt sur leur structure organisationnelle, c'était l'organisation à l'échelle d'une structure, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs services qui interagissent entre eux. Là encore, c'est un peu une évolution de l'ergonomie. Très souvent, l'ergonomie, elle s'intéresse soit à un poste, soit à une situation, mais qui est toujours à l'échelle d'un service. Si on va à l'échelle un peu supra des services, on s'aperçoit que la question se pose des interactions qui peuvent exister entre eux et des coordinations qui les structurent. Et lorsqu'on pose ces questions-là sur la table, y compris sur un support qu'on leur demande de définir eux-mêmes pour préciser ce que pourrait être leur future organisation, on s'aperçoit que ça produit des scénarios. Alors là, on est vraiment dans le travail de scénarisation, qui sont parfois très disruptifs, c'est-à-dire très éloignés des représentations qu'on pouvait se faire au départ de ce à quoi on pourrait aboutir. Et on a été surpris avec des collègues d'avoir mené plusieurs interventions dans ce style, où on a laissé libre cours à l'imagination des participants qui étaient issus de plusieurs services pour réfléchir à comment ils pourraient s'y prendre. Et on s'est aperçu que dans plusieurs cas de figure, que ce soit dans le logement social, que ce soit pour un service qualité dans une industrie, que ce soit dans des services informatiques ou des services immobiliers dans des universités, que ce soit dans la formation professionnelle, tout des activités qui sont particulièrement concernées par la question de l'économie servicielle, on s'est aperçu que très souvent, un schéma qui revenait de manière prédominante, c'était un schéma qui consistait à réaliser des équipes plurimétiers autour d'un objet de travail commun. Là, aujourd'hui, on a des organisations qui, très souvent, sont organisées plutôt par services métiers, qui sont supposés traiter de tous les objets. Et ça, on s'aperçoit a posteriori, du coup, par l'analyse qu'on peut faire a posteriori de ce mouvement, que les organisations sont très souvent structurées sur des modèles organisationnels, qui séparent des services métiers qui sont supposés se coordonner entre eux pour faire face à tout type de situation, mais du coup qui desserrent les modalités de coopération. C'est extrêmement coûteux en fait d'arriver à se coordonner avec les services d'à côté, c'est les fameux cloisonnements, les fameux silos en quelque sorte. Mais quand on laisse la possibilité au personnel de réfléchir ce à quoi ça pourrait ressembler, ce modèle d'équipe plurimétier qu'on appelle aussi le modèle des équipes autonomes ou semi-autonomes, mais de fait dont la caractéristique est d'abord d'être plurimétier, centré autour d'un objet commun qui est partagé, c'est justement une structure
qui permet de soutenir des coopérations sans entrave. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus entravés par les cloisonnements qui peuvent exister entre les services, puisque les métiers sont réunis entre eux, et partageant un objet commun. Alors l'objet commun, ça peut être, dans le service qualité d'une industrie cosmétique, par exemple, c'était telle équipe autour des parfums, telle équipe autour des soins, telle équipe autour des poudres. Mais dans le logement social, ça pouvait être telle équipe plurimétier pour une portion de territoire, telle équipe plurimétier pour une autre portion de territoire. Et on s'est aperçu que les logiques de coopération qui pouvaient exister entre eux étaient dès lors à la fois moins procéduralisées, parce qu'il n'y avait pas besoin de procédure pour passer d'un service à l'autre ou pour faire tous les éléments de signature, et en même temps permettaient une réponse beaucoup plus fine aux demandes qui leur étaient adressées, et donc une réponse beaucoup plus fine à l'exigence servicielle qui était portée par leur raison d'être, en quelque sorte. Et qui était une manière aussi de faire converger la raison d'être donc, des entreprises avec ce que j'appelle du coup les raisons d'agir des salariés, qui du coup trouvent dans leur raison d'agir et par leur raison d'agir des réponses à ce que pourrait être la raison d'être de l'entreprise, et en même temps la construisent. Ok. Et ça a permis aussi un décloisonnement finalement. Ah bah carrément. Oui, carrément, un décloisonnement des métiers entre eux. Alors, c'est pas par ailleurs sans poser d'autres problèmes, parce que quand vous avez une équipe plurimétier de 7-8 personnes, mais que chaque métier est représenté par une seule personne, il y a toutes les questions de qu'est-ce qui se passe quand il y a une personne qui est absente, qu'est-ce qui se passe quand elle est malade, qu'est-ce qui se passe quand c'est un jeune qui arrive et que l'ancien s'en va. Donc toutes ces questions-là, il a fallu les traiter, il faut les traiter. Et là, le travail de scénarisation, on le fait, on ne laisse pas les choses comme ça. C'est pas juste une hypothèse théorique, après on lâche. Donc on traite ces questions-là qui sont des questions qui se posent et qui sont cruciales, parce que c'est des modèles de structures organisationnelles qui sont extrêmement puissants et en même temps extrêmement fragiles. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention à toutes ces questions-là, en fait, le système se plante. Et donc, il y a besoin, y compris pour les entreprises, de comprendre qu'il faut qu'elles les soutiennent. D'autant plus que ce sont des modèles qui transfèrent la question de l'autorité, quelque part. Puisque dans une économie servicielle, l'autorité, elle doit être au plus près du service aux bénéficiaires. Puisque chaque demande ne pouvant être prédéfinie par avance, il faut que ceux qui sont en capacité de pouvoir leur répondre aient l'autorité suffisante pour apporter la réponse qui est attendue, la bonne réponse. Et du coup, ça veut dire qu'il faut savoir faire une forme de transfert d'autorité vers ces équipes qui doivent construire par elles-mêmes les critères de qualité, les critères d'exigence qui sont tenables pour apporter ce service. Ça veut dire aussi que les décideurs derrière, ils doivent accepter que ce transfert d'autorité se déplace de eux vers ces équipes. Oui, vous parlez notamment dans pas mal de vos ouvrages de la question de la subsidiarité qui doit justement être servie par la simulation, par les nouvelles modalités organisationnelles. Là, on s'y retrouve un petit peu justement dans le fait de redonner un petit peu du pouvoir, notamment d'agir, aux personnes qui vont prendre les décisions et qui vont apporter solutions aux bénéficiaires. Oui, et d'ailleurs, en précisant ce qu'on entend ici par subsidiarité. Parce que la subsidiarité, ça pourrait n'être qu'un mot qu'on prononce parce que ça fait bien. Ce serait une erreur de penser que la subsidiarité, c'est simplement une délégation au niveau inférieur de responsabilités qui étaient précédemment prises au niveau inférieur. Mais si vous faites ça sans changer l'organisation, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas parce que vous ne soutenez pas la capacité des opérateurs au plus près de là où les décisions doivent se prendre pour qu'ils soient en capacité de pouvoir le faire. Donc, ça ne peut pas passer sans un changement organisationnel. Si c'est juste une injonction, il faut plus de subsidiarité, et puis du coup, on redescend des responsabilités, vous faites qu'accroître le coût sur les personnes qui sont en bas de la structure. Là, lorsque vous transformez l'organisation, dans les cas que j'ai pu rencontrer, en proposant des cellules plurimétiers qui sont autour d'un objet de service particulier, en même temps que vous leur donnez la responsabilité, vous leur donnez les moyens de la tenir, cette responsabilité. Ouais. Parce que comme c'est une équipe plurimétier, toutes les composantes sont là pour pouvoir apporter les éléments qui concernent leur métier, qui consolident la réponse en fait. Et du coup, les personnes, quand elles font face aux bénéficiaires, elles ne sont pas seules. Elles ont l'ensemble des métiers qui lui permettent de s'assurer que la réponse qu'ils sont en train de faire est la bonne. Et ça, on a pu le simuler aussi. Okay. Non seulement on l'a scénarisé,
Mais on a pu aussi simuler, c'est-à-dire vérifier que ça fonctionnait bien, comme on souhaitait que ça marche. Et après, dans la réalité, ça a encore pris d'autres formes, mais ça, la simulation n'est jamais qu'une réduction. Mais de fait, elle permet quand même de garantir par avance que ces éléments-là vont être effectivement à l'œuvre. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications, pour cet échange qu'on a pu avoir aujourd'hui, qui est revenu sur toute cette question de simulation au travers de l'histoire de l'ergonomie, au travers des mutations que le travail aussi vit encore aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez approfondir certaines notions abordées dans cet épisode, nous vous conseillons aussi avec les conseils de Laurent plusieurs ouvrages, notamment celui de Joël Malin de 1994 qui s'appelle Simuler le travail. Également d'autres publications, notamment de François Danilou et Pascal Béguin qui ont beaucoup écrit sur ces questions de conception et de simulation. L'article qui s'appelle La simulation de l'activité en conception ergonomique, acquis et perspectives qui a été écrit en 2018 par Laurent Van Belleghem dans la revue Activité. Et aussi pour information, si vous souhaitez, tous les articles qui ont été écrits par Laurent Van Belleghem se trouvent en libre accès sur la plateforme ResearchGate. Un remerciement à l'équipe de rédaction de ce podcast, Elage Marico, Thibaut Marcoux, Paul Fortabat, Cassandre Dubo, Claire Guillain et Kevin Demeure-Citruc. Nous remercions également nos patriotes qui soutiennent le podcast et nous permettent de vous proposer des épisodes de qualité. Retrouvez notre page Patreon en description si vous aussi vous souhaitez soutenir Parlons Peu, Parlons Ergo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux LinkedIn et Instagram pour les informations sur la prochaine saison de Parlons Peu, Parlons Ergo. Au revoir et à bientôt.